Ah, Alexandre Solzhenitsyn. Le nom seul suffit à évoquer des images de courage indomptable, le murmure d'un prophète barbu face au Léviathan soviétique. Une icône, un saint laïque, l'auteur de ce monument de la littérature du XXe siècle, l'archipel du Goulag, que notre bon Jordan Peterson, ce psychologue canadien égaré dans les limbes de la célébrité médiatique, a qualifié de livre le plus important du siècle, rien que ça. Les citations de notre homme prolifèrent sur les réseaux sociaux comme une épidémie de vertu, notamment son fameux commandement « ne pas vivre dans le mensonge ». Magnifique, sublime. Sauf que, si l'on gratte un peu le vernis de cette hagiographie immaculée, on découvre que notre prophète avait une relation, disons, acrobatique avec sa propre injonction. Toute sa carrière fut une symphonie macabre dédiée à la construction d'une URSS dystopique, une caricature grotesque déracinée de toute analyse historique sérieuse, une image qui colle encore aujourd'hui au mur de notre imaginaire collectif comme un chewing-gum sous une chaussure. La presse occidentale, dans un élan de générosité qui n'est jamais innocent, a fait de lui le parangon du dissident, le David à barbe fleurie face au Goliath rouge. Mais l'histoire, cette vieille dame acariâtre et pleine de rancune, nous révèle un portrait bien différent. Celui d'un menteur, d'un opportuniste à la colonne vertébrale aussi flexible qu'un roseau dans la tempête, et même, tenez-vous bien, d'un sympathisant fasciste. Solzhenitsyn et son œuvre n'étaient rien de moins qu'une arme de destruction massive, une ogive de propagande pointée sur le cœur de l'Union soviétique durant la guerre froide. Oh, bien sûr, on peut concéder que le pauvre homme a souffert en prison. Mais la souffrance n'excuse pas la collaboration. D'autres, comme le colossal Varlam Shalamov, qui a passé une éternité dans les mêmes camps maudits, n'ont jamais vendu leur âme pour un plat de lentilles occidental. Shalamov n'a jamais dénoncé l'intégralité du projet soviétique, ni permis que ses écrits deviennent des munitions pour l'arsenal impérialiste américain. Preuve, s'il en fallait une, que passer par la case Goulag ne vous condamnait pas fatalement à devenir le caniche de Washington. Contrairement à Shalamov, Solzhenitsyn a reçu un accueil digne d'un roi en exil, prix Nobel, conférence à Harvard, couverture de Time Magazine, la totale. La CIA elle-même, dans un document déclassifié qui sointe le cynisme, notait avec une jubilation à peine contenue à quel point ce prix Nobel allait poser un problème au Kremlin. Ironiquement, sous Khrouchtchev et sa fameuse déstalinisation, Solzhenitsyn publiait sans trop de soucis. C'était même à la mode de cracher sur Staline. Ce n'est que plus tard, sous Brezhnev, que le vent a tourné. Et c'est là que la CIA, par son propre aveu, attendait son roman Août 14 comme le Messie, espérant y trouver la critique la plus provocatrice des principes fondamentaux du système soviétique. Revenons à l'homme. Né en 1918, fils d'un officier de l'armée impériale et d'une fille de riches propriétaires terriens ukrainiens. Une jeunesse modeste après que la Révolution a redistribué les cartes. Pendant la Grande Guerre patriotique, il sert dans l'armée rouge, devient capitaine. Il prétend avoir servi au front, mais aucune preuve ne vient étayer cette vantardise. Et c'est là que le drame tourne à la farce. Vers la fin de la guerre, il envoie une lettre à un ami, truffé de critiques envers Staline, le qualifiant de moustachu. La lettre est, ô surprise, interceptée. Arrestation immédiate. L'incident pue la mise en scène. Un capitaine, décoré 3 fois, qui ignorait que le courrier est surveillé en temps de guerre, c'est aussi crédible qu'un végétarien dans une boucherie. Ses propres amis de jeunesse ont qualifié cet acte de risque insensé, totalement contraire à son caractère, qu'il décrivait comme prudent, voire lâche. La spéculation la plus savoureuse est que notre héros a délibérément écrit cette lettre pour se faire arrêter et ainsi échapper au combat, qui devenait de plus en plus désespéré sur le front. Si c'est vrai, le calcul était génial. Il a passé 6 mois en prison, confortablement à l'abri des combats, et a même pu admirer les feux d'artifice de la victoire depuis sa cellule. La suite est encore plus sordide. Condamné à 8 ans de travaux forcés, dit-il. Sauf que les peines à l'époque étaient de 5, 10, 15 ou 25 ans. 8, ça n'existait pas. Il admettra plus tard avoir une peine de 10 ans. Comment a-t-il obtenu cette réduction de 2 ans? Son ex-femme, Natalia Rechetuskova, nous donne un indice. Il aurait agi comme un formateur, un mouchard. Il aurait balancé sa propre femme et ses amis comme étant des conspirateurs antisoviétiques. Dans un camp de construction, il a menti, se prétendant physicien nucléaire pour être transféré dans un centre de recherche pour détenus. Un petit mensonge pour améliorer l'ordinaire.
Et puis, il y a le livre, L'archipel du Goulag, la Bible de l'anticommunisme. Traduit en 35 langues, 30 millions d'exemplaires vendus. Le livre a même été rendu obligatoire dans les écoles russes post-soviétiques. Une consécration. Pourtant, ce livre est une fraude. Solzhenitsyn avait proposé à Chalamov de collaborer. Chalamov a refusé net, dégoûté par les vues de Solzhenitsyn et sa conviction que les grands romans déforment la vérité. L'un de leurs désaccords les plus violents portait sur les médecins des camps. Solzhenitsyn prétendait qu'ils rendaient délibérément les patients plus malades, tandis que Chalamov, qui avait été aide-soignant et dont la vie avait été sauvée par ces mêmes médecins, savait que le vrai problème était le manque de matériel. L'archipel ne contient aucune citation, aucune source fiable. Les statistiques sur les morts et les arrestations sont délirantes, totalement inconciliables avec la croissance démographique de l'URSS à l'époque. C'est, comme le suggère le sous-titre, un essai d'investigation littéraire, c'est-à-dire de la fiction. Sa propre ex-femme a admis qu'il considérait son livre non pas comme une recherche historique, mais comme une collection de folklore de camp, un recueil de rumeurs et d'anecdotes. Le fils de Khrouchtchev lui-même a comparé le livre à de la propagande. Et quelle propagande! La CIA, qui avait déjà weaponisé le docteur Jivago de Pasternak, a très probablement usé des mêmes stratagèmes pour inonder le bloc de l'Est de l'archipel. Il n'y a pas de lien documenté, mais il faudrait être d'une naïveté confondante pour croire que l'Anglais a laissé passer une telle occasion. Solzhenitsyn lui-même faisait l'éloge de Radio Liberty, la station de radio financée à hauteur de millions de dollars par la CIA, en disant « Si nous avons appris quoi que ce soit sur notre propre pays, c'est grâce à eux ». Le dindon de la farce qui remercie le boucher. Mais le plus grotesque, le plus abject est à venir. Dans le 3e volume de son opus magnum, Solzhenitsyn, dans un délire qui dépasse l'entendement, regrette que Hitler n'ait pas réussi à envahir la Russie assez profondément pour libérer les prisonniers du goulag. Il compare la vie dans les camps de concentration nazis à celle du goulag, suggérant parfois que c'était plus facile sous Hitler. Lui, un Russe, un Slave, que les nazis considéraient comme une sous-race bonne pour l'esclavage, cette réécriture de l'histoire, cette comparaison obscène entre des camps de travail, aussi terribles fussent-ils, et des usines d'extermination industrielle, a fait de lui une idole pour les néo-nazis du monde entier. Comme le disait Thomas Mann, mettre le communisme russe et le nazisme sur le même plan moral est, au mieux, de la superficialité, au pire du fascisme. Solzhenitsyn est allé plus loin. Il a fait l'éloge de l'Espagne de Franco, admirant la manière dont elle tenait les forces de gauche à distance. Il n'était pas un humaniste libéral, c'était un réactionnaire pur et dur, un nationaliste panslave qui détestait le socialisme parce que le marxisme venait de cet Occident qu'il exécrait. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'à la fin de sa vie, après la chute de l'URSS, il est devenu un fervent partisan de Vladimir Poutine et un critique virulent de l'Occident et de l'expansion de l'OTAN. Du jour au lendemain, la presse anglophone a jeté son ancienne idole aux orties. L'Empire n'aime ses dissidents que lorsqu'ils sont dociles et pointés dans la bonne direction. Dès qu'ils se retournent, ils sont mis au rebet. L'histoire de Solzhenitsyn est une parabole, une fable grotesque sur la façon dont l'Empire américain instrumentalise l'art, la littérature et les dissidents pour servir ses propres intérêts. Hier, c'était l'URSS. Aujourd'hui, c'est la Chine, avec Radio Free Asia et The Epoch Times, le torchon de la secte Falun Gong soutenue par la CIA qui déverse leur fiel. La méthode n'a pas changé. Seule la cible a été mise à jour. L'histoire de Solzhenitsyn nous rappelle une vérité simple et brutale. Aussi imparfait soit un pays, ses défauts ne seront jamais comparables aux ravages causés par l'impérialisme et ses marionnettes volontaires. Soutenez la pensée libre sur Patreon, likez cette autopsie de la vérité et rejoignez-nous sur Telegram pour ne rien manquer. Les liens sont en description.